Bienvenue dans notre analyse de l'actualité africaine. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025. En parcourant les dépêches de l'Associated Press cette semaine, il y a un chiffre qui m'a particulièrement saisi. Plus de 1000 civils auraient été tués en avril dans un seul camp de déplacés au Soudan, le camp de Zamzam. C'est un chiffre terrible, révélé seulement maintenant, et qui nous plonge directement au cœur des crises qui secouent le continent. Notre mission aujourd'hui, c'est de relier ces points, de la violence au Soudan aux manœuvres géopolitiques dans la Corne de l'Afrique, pour comprendre les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre. Absolument. Et ce chiffre, c'est un point de départ tragique, mais essentiel. Il nous rappelle que derrière les grands titres, derrière les coups d'État ou les tensions diplomatiques, il y a une réalité humaine. Et ce qui est frappant cette semaine, c'est de voir à quel point tout est interconnecté. La violence au Soudan, par exemple, elle ne s'arrête pas à ses frontières, non. Elle a des répercussions directes sur l'économie de son voisin, le Soudan du Sud, et elle fait écho à d'autres situations ailleurs. C'est cette toile de fond qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Alors, commençons par là justement. Le Soudan et le Soudan du Sud. On a donc ces révélations sur le massacre de Zamzam, attribué aux forces de soutien rapide, les FSR. On a aussi appris la mort de 6 casques bleus, et puis cette attaque de drone sur un champ pétrolier qui semble vraiment viser l'artère économique des deux pays. Comment est-ce qu'on analyse cette convergence d'événements? Ce qu'on observe, c'est une stratégie du chaos. Une stratégie tout à fait délibérée de la part des FSR. La violence contre les civils, comme à Zamzam, ce n'est pas une bavure, c'est une tactique. Une tactique de terreur, de nettoyage ethnique, pour vider des zones entières de leur population. Mais l'attaque du champ pétrolier, ça nous dit autre chose. Ah ouais. La logique est implacable. Le Soudan du Sud dépend à plus de 90% de ses revenus du pétrole. Un pétrole qui doit transiter par le Soudan pour être exporté. Donc frapper ce pipeline, ce n'est pas seulement frapper le Soudan du Sud au portefeuille, ça c'est la conclusion évidente. La manœuvre est bien plus perverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que les SFR cherchent à obtenir au-delà de l'impact économique pur? Internationaliser le conflit. En étranglant économiquement le Soudan du Sud, il le force à réagir, à prendre parti. Peut-être même à s'impliquer militairement pour protéger sa seule et unique source de revenus. Et ça met la pression sur toute la région. Sur l'Ouganda, sur le Kenya. Les FSR ne se battent plus seulement pour le contrôle de Khartoum. Non, ils jouent un jeu régional pour forcer la main de la communauté internationale et se poser en acteur incontournable. C'est une stratégie de la terre brûlée qui prend tout un pays et ses voisins en otage. Cette idée de forces paramilitaires qui agissent avec une telle brutalité, mais aussi avec une logique stratégique propre, ça me fait penser tout de suite à une autre situation terrible. Au Mali, les dépêches de la paix rapportent des témoignages vraiment accablants sur des violences sexuelles, des atrocités commises par des forces russes. On parle de ce fameux corps africain. Exactement. Le parallèle est direct. Et il est inquiétant. Et il faut être très clair sur ce qu'est le corps africain. C'est juste le nouveau nom, la nouvelle marque, si on veut, des opérations du groupe Wagner depuis la mort de Prigojine. C'est une entité paramilitaire, contrôlée par le Kremlin, qui vend ses services de sécurité à des régimes souvent fragiles, et en échange de quoi? D'un accès privilégié aux ressources naturelles. L'or, au Mali par exemple. Leur mode opératoire, comme ces témoignages le suggèrent, repose sur une violence extrême et une impunité totale. Parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, en fait. Si ce n'est à Moscou. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ces forces sont là à l'invitation même du gouvernement malien. On assiste donc à une sorte de privatisation de la violence d'État, où la protection des citoyens est tout simplement déléguée à des mercenaires. C'est précisément le nœud du problème. Voilà. Quand un État sous-traite son monopole de la violence légitime à un acteur étranger, un acteur dont les objectifs sont purement mercantiles et géopolitiques, les civils deviennent la principale variable d'ajustement. On observe une tendance lourde là. Face à l'insécurité, certains gouvernements au Sahel choisissent la solution de facilité, apparente en tout cas, celle d'un partenaire sécuritaire sans scrupules, plutôt que le travail long et difficile de la réconciliation nationale ou de la reconstruction d'une armée républicaine. Et le prix, ce sont les populations civiles qui le paient. Comme au Mali. Et cette instabilité politique, cette contagion, comme on l'appelle parfois, elle ne se limite pas aux pays déjà dirigés par des militaires. Cette semaine, c'est le Bénin, qu'on présentait souvent comme un îlot de stabilité démocratique, qui a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Même si elle a échoué, qu'est-ce que cette alerte nous dit?
Elle nous dit que la vague de fonds est plus puissante qu'on ne le pensait, et qu'aucun pays de la région n'est vraiment à l'abri. Le fait qu'une telle tentative ait pu ne serait-ce qu'être envisagée au Bénin, c'est un symptôme extrêmement préoccupant. Ça montre que l'idée d'une prise de pouvoir par les armes est devenue une option crédible dans l'esprit de certains militaires, même dans des contextes démocratiques. C'est une érosion de la norme démocratique à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest. On voit donc d'un côté des coups d'État, qu'ils soient réussis ou non, et de l'autre, des régimes qui, pour se maintenir, durcissent leur arsenal législatif. Je pense au Burkina Faso, qui prévoit de rétablir la peine de mort pour trahison et terrorisme, ou au Soudan du Sud, où le procès pour trahison du vice-président suspendu menace un accord de paix déjà si fragile. Ce sont les deux facettes de la même pièce. C'est une tendance très, très claire au durcissement autoritaire. Que ce soit par un coup de force militaire ou par l'instrumentalisation de la justice et le rétablissement de châtiments extrêmes, la logique est la même. La survie du régime prime sur l'état de droit. Ce qui est fascinant et nouveau, c'est que ces régimes ne cherchent même plus à maintenir une façade démocratique. Ils assument une logique de survie par la force. Et ça change complètement les règles du jeu pour la diplomatie, qui est habituée à négocier avec des demi-mesures. Là, le message est clair. C'est le pouvoir ou rien. C'est un tableau très sombre. Mais au milieu de cette instabilité, on voit quand même certains États qui tentent de jouer des coups stratégiques sur le long terme. Et là, le cas de l'Éthiopie cette semaine est particulièrement marquant. Le pays poursuit activement son objectif d'obtenir un accès souverain à la mer. Ah oui, ça, c'est un dossier absolument bouillant. Une véritable poudrière géopolitique. Pour bien comprendre, il faut se présenter l'Éthiopie. C'est plus de 120 millions d'habitants, une des économies les plus dynamiques du continent, mais complètement enclavée depuis l'indépendance de l'Érythrée. C'est un peu comme un géant qui a grandi dans une pièce sans fenêtre. Il a un besoin vital, existentiel de respirer, d'avoir son propre accès à la mer pour sécuriser son commerce et affirmer sa puissance. Mais c'est la manière de faire qui pose problème, non? L'accord signé avec la région séparatiste du Somaliland a mis le feu aux poudres avec la Somalie, qui voit une violation de sa souveraineté. Exactement. En voulant défoncer le mur pour trouver de l'air, le géant éthiopien risque de faire s'effondrer la maison de son voisin somalien. Pour Mogadiscian, c'est une menace existentielle, mais ça tend aussi les relations avec Djibouti. Qui gère tout le fret éthiopien aujourd'hui? Pratiquement tout, oui. Djibouti verrait ses revenus s'effondrer. Et bien sûr, avec l'Érythrée, l'ennemi juré, l'Éthiopie est en train de s'isoler diplomatiquement en poursuivant cet objectif de manière si agressive. C'est un pari extrêmement risqué qui pourrait redessiner toute la carte politique et sécuritaire de la Corne de l'Afrique. En parlant de stratégie et de paris, il y a deux exemples économiques qui m'ont semblé radicalement opposés cette semaine. D'un côté, le Maroc, qui mise sur la culture légale du cannabis pour le marché mondial. De l'autre, l'Afrique du Sud, qui assouplit ses règles de discrimination positive, le Black Economic Empowerment, pour accommoder une entreprise comme Starlink d'Elon Musk. Ce sont deux cas d'école fascinants sur la manière dont les économies africaines naviguent dans la mondialisation. Le Maroc, lui, tente de transformer une économie grise, informelle, en une source de revenus légale, taxable et créatrice d'emplois. C'est une tentative de reprendre le contrôle sur une ressource qui existe déjà et de l'intégrer dans les circuits formels. C'est un pari audacieux, mais qui suit une logique de développement endogène. Et pour l'Afrique du Sud? La décision semble avoir été prise un peu sous la pression. L'Afrique du Sud fait face à un dilemme beaucoup plus douloureux. D'un côté, il y a l'impératif moral et politique de la réparation historique. C'est ce qu'incarnent ces politiques de discrimination positive, qui visent à corriger les inégalités héritées de l'apartheid. Et de l'autre, il y a la nécessité pressante d'attirer les géants de la tech pour ne pas rater la révolution numérique. La décision sur Starlink, après les critiques très virulentes de Musk, montre que la pression d'une multinationale peut faire plier un gouvernement. Plier sur des politiques conçues pour répondre à des enjeux sociétaux très profonds. C'est une illustration assez crue du rapport de force entre la souveraineté politique nationale et le pouvoir économique des big tech. On parle de géopolitique, de coup d'État, d'économie. Mais derrière tout ça, comme on le disait au tout début, il y a des drames humains très concrets. Les dépêches de cette semaine étaient particulièrement dures sur ce point. Je pense aux attaques d'insurgés au Mozambique qui aggravent la crise des déplacés, notamment des enfants. Je pense à la fin d'un programme de gratuité des accouchements dans l'est de la RDC au pire moment possible et à ces 9 migrants morts de froid à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ce qui relie tragiquement tous ces événements, c'est la vulnérabilité absolue des civils, et en particulier des femmes et des enfants, qui sont toujours les premières victimes de l'instabilité politique et des faillites de l'État.
La fin du programme en RDC, par exemple, c'est une catastrophe sanitaire silencieuse. Ce sont des milliers de femmes et de nouveau-nés qui sont mis en danger immédiat à cause d'une décision budgétaire. Les attaques au Mozambique, la situation des migrants dans le froid du Maghreb, tout ça nous ramène à la même conclusion. Les conflits et les crises économiques créent des ondes de choc dont les conséquences les plus terribles frappent systématiquement les plus démunis. C'est le visage humain, trop souvent invisible, de toutes les dynamiques de pouvoir qu'on vient de décrire. C'est un rappel nécessaire. Et pourtant, même dans les contextes les plus sombres, on trouve des lueurs d'espoir, des formes de résilience. Par exemple, en Somalie. Malgré des décennies de guerre, les poètes continuent de jouer un rôle central pour rappeler à la paix, pour maintenir un lien social. Oui, et ce n'est pas anecdotique. C'est fondamental. Dans une société à forte tradition orale comme la Somalie, la poésie n'est pas un simple divertissement. Les poètes sont des leaders d'opinion, des historiens, des médiateurs. Leur parole a un poids immense. Ils peuvent attiser un conflit ou au contraire œuvrer à la réconciliation. C'est la preuve que la culture est un pilier essentiel de la résilience d'une société, même quand toutes les autres structures se sont effondrées. Et dans un tout autre registre, on voit aussi le Maroc qui investit massivement dans le football en organisant la Coupe d'Afrique des Nations, avec cette ambition de devenir une superpuissance du sport sur le continent. C'est une stratégie de soft power très bien pensée. Le sport, et le football en particulier, est un vecteur d'unité nationale et de fierté continentale d'une puissance phénoménale. En investissant dans des infrastructures de classe mondiale, en organisant de grands événements, le Maroc ne fait pas que polir son image. Il se positionne comme un leader, un pôle de modernité et de compétences capable de porter les ambitions de tout un continent sur la scène mondiale. C'est une autre forme de politique, qui se joue sur les terrains de sport, mais dont l'impact est tout aussi réel. Alors, si on essaie de se projeter sur la base de tout ce qu'on a dit, où est-ce que les tensions risquent le plus de se cristalliser la semaine prochaine? Quels sont les dossiers à surveiller de très, très près? Je dirais qu'il y a 3 points chauds. Le premier, c'est sans conteste la Corne de l'Afrique. Il faut s'attendre à une escalade verbale, diplomatique, autour de cette quête d'accès à la mer de l'Éthiopie. Les déclarations vont probablement se durcir de part et d'autre. Il faudra surveiller la moindre manœuvre. Deuxièmement, au Sahel, les suites de la tentative de coup d'État au Bénin. On va observer la réaction du pouvoir, d'éventuelles arrestations, mais surtout la réaction des voisins et de la CEDEAO. Est-ce que cet événement va accélérer le retour d'un front commun contre les putschs? C'est une question clé. Et le troisième point? Le troisième, c'est le Soudan. Après les révélations sur le massacre de Zamzam, la pression internationale va monter. On pourra avoir des appels à des sanctions ciblées contre les leaders des FSR ou à la mise en place d'une enquête internationale plus poussée. La réponse ou l'absence de réponse de la communauté internationale sera un indicateur important pour la suite. Pour conclure, cette semaine nous laisse avec une image très contrastée du continent. D'un côté, une violence brute, des crises humanitaires profondes et une instabilité politique qui semble s'étendre. De l'autre, une résilience culturelle incroyable, des stratégies économiques audacieuses et une volonté de s'affirmer sur la scène mondiale. C'est cette complexité qui est à la fois déroutante et essentielle à saisir. Oui, et j'ajouterai une nuance importante à cette idée de résilience. C'est une qualité admirable, mais il ne faut pas qu'elle devienne une excuse pour l'inaction, que ce soit de la part des gouvernements concernés ou de la communauté internationale. La résilience des peuples ne peut pas éternellement compenser la faillite des États. C'est un point crucial, et ça m'amène à la pensée finale qu'on pourrait proposer. Un fil rouge de notre discussion a été le rôle des acteurs extérieurs. La Russie au Mali, les géants de la tech en Afrique du Sud, les diverses pressions diplomatiques. La question qui se pose est donc la suivante. Alors que de multiples puissances extérieures cherchent à étendre leur influence sur le continent, souvent pour leurs propres intérêts, quelle forme de collaboration, de souveraineté et de solidarité panafricaine émerge en réponse pour permettre au continent de tracer sa propre voie? C'est peut-être là, dans cette réponse endogène, que se trouve la clé la plus importante pour les défis de demain.